Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 86 du journal de bord. Aujourd'hui lundi, ce matin, 2 heures de physique, on a continué le chapitre sur l'électromagnétisme, on a bouclé le chapitre 4 et on a commencé le cinquième chapitre sur l'électromagnétisme. Donc on a rappelé à peu près toutes les grandes lois de l'électromagnétisme, donc c'est-à-dire les quatre théorèmes de Maxwell, enfin les équations de Maxwell, et en plus aussi la force de Lorentz. Donc c'est en gros ces 5 lois du coup, ça recense tout l'électromagnétisme en son entièreté. Donc c'est extrêmement important et c'est très conséquent surtout. Donc en plus si on a certains c'est similaire mais vraiment c'est le truc à savoir et après tu peux presque tout faire en électromagnétisme donc c'est cool. Et puis ensuite, après, j'ai eu 2 heures de TP2SI où j'ai bossé sur. Qu'est-ce que c'est? C'était le max speed. Encore une fois, le max speed, on le retrouve encore. Donc voilà, je vous fais pas le chez moi encore une fois, ou vite fait, genre voilà, c'est un bras articulé sur un axe avec une liaison hélicoïdale et un moteur qui est pas dans l'axe directement. Donc cette fois-ci, on a étudié donc encore une fois de l'asservissement, c'est-à-dire voilà, on avait la boucle, entre guillemets, l'espèce de. Ouais, toute la boucle de commande du max speed. Et il fallait en deviner certains blocs, voilà, comment est-ce qu'on passe de là à là. Par exemple, je sais pas, genre de la vitesse de rotation à la position du moteur, par exemple, on dit, bah, c'est simple, c'est un intégrateur, donc le bloc c'est du 1 sur P, conversion d'angle en radian en degrés facile aussi. C'est fois 180 sur pi. Quoi d'autre? Par exemple, un passage de degré à point, par exemple, quand on dit par exemple à 0 point, enfin à 0 degré, t'es à 53 points, à 90 degrés, t'es genre à 3925, je sais pas quoi, il y a une conversion affine, il faut savoir faire le bloc, il y avait un échelon, enfin, ça se faisait au final. Ça nous a pris toute l'heure et puis en plus voilà aussi il y avait étudié le système, voilà tu mets un certain gain proportionnel parce qu'il y avait un PID donc c'est proportionnel intégrateur dérivateur donc il faut savoir à quoi ça sert, comment ça se modélise. C'est en gros le système, voilà, tu as un truc en fonction de un gain proportionnel, donc la commande tu la multiplies par le gain, tu as aussi de l'intégrateur, du dérivateur, donc voilà, quand on changeait les gains proportionnels, intégrateur et dérivateur, ça changeait certaines fonctionnalités du système, on regardait pour quel moment, je sais pas, il allait plus vite, le dépassement aussi on regardait, la pseudo-période, c'était plutôt intéressant. Voilà, on faisait pas mal de manips dessus, ça nous aidait à plus découvrir le système et à voir comment il était asservi. Et puis après, l'après-midi de 13 à 15, TD de physique. Donc TD de physique, on a bossé, donc on a corrigé des exercices, on a corrigé 5, je crois. Je crois qu'on les a tous fait en entier. De l'électromagnétisme pour la plupart, dont un par exemple que je me souviens particulièrement, c'est le premier qu'on a corrigé et je savais pas que ça pouvait se faire comme ça, mais c'est vraiment intéressant en vrai. Comment est-ce qu'on peut déceler du pétrole par gravitométrie? Je crois que c'est ça le terme, je suis pas sûr. Mais comment est-ce qu'on peut déceler des couches de pétrole ou d'eau comme ça? Alors en fait, déjà, tu vois le champ terrestre, le champ gravitationnel, comment ça se forme? C'est que il y a une certaine masse, de la même façon que, comme on voit en électromagnétisme, il y a une certaine charge et il y a une force qui s'applique entre elles. Là, il y a énormément d'analogies entre électromagnétisme et gravitation. Et on peut voir que, en fait, la charge, c'est remplacé par la masse. Donc deux objets qui ont une certaine masse, il y a une certaine force qui va se faire. Voilà, vous savez, voilà, le champ gravitationnel, tout ça, les forces de gravitation, la pesanteur tout simplement, le poids. Donc c'est fait d'une certaine façon que, en gros, si tu dis c'est un point matériel, ce point-là il a une masse, il y a une force qui va vers là. Mais quand tu mets dans le réel, c'est plus complexe. C'est-à-dire que tu prends la Terre, voilà, tu dis que c'est une sphère, si elle est homogène, peu importe où tu te places, tu vas avoir la même force. Alors que, si tu te mets, je sais pas, genre tu dis, toi t'as ta grosse sphère, et au milieu t'as une autre sphère plus petite qui est contenue dans elle. Et au lieu que, tu vois, genre je sais pas, tu dis que c'est au départ c'était de la Terre normale de masse volumique uniforme, tu dis, il y a un endroit, c'est de l'eau, ou du pétrole par exemple. Là, la masse volumique elle est plus petite. Donc à ce niveau-là, ce qu'il y a en dessous de toi jusqu'au sol, c'est moins dense du coup, donc ça a moins de masse, donc d'une certaine façon ça va moins t'attirer. De la même façon que quand tu es sur une planète, je sais pas, que
ça pèse tant, bah, par rapport à une autre qui pèse 2 fois moins, bah, tu vas être sans doute moins attiré. Bah, là c'est pareil, ce qu'il y a en dessous de toi directement jusqu'au centre de gravité, bah, c'est moins dense, donc il y a moins de masse, donc le champ gravitationnel va un peu varier. Et c'est comme ça qu'on se dit, si on suppose, voilà, bon, c'est très vague, mais en gros, on arrive avec, par exemple, on utilise le théorème de superposition de champ gravitationnel, enfin, de l'analogie en gravitation des équations électromagnétiques. En gros, on dit, bah voilà, la Terre, avec une boule dedans, que c'est pas de la Terre, mais c'est du pétrole, on dit que ça crée le même champ magnétique, donc, enfin, le même champ gravitationnel, ça a créé le même que la Terre pleine, donc de masse volumique ρ de la Terre, plus la petite boule, mais de masse volumique celle du pétrole moins celle de la Terre. Comme ça, quand tu les additionnes, bah, ça annule, entre guillemets, ça enlève la Terre et ça remplace par du pétrole, c'est à peu près l'idée. Mais du coup, si tu arrives à calculer, tu te mets au même point par rapport au reste. Donc tu te mets au même point dans les deux sphères, donc celle pleine de terre et juste la petite boule, avec rien autour, hein, mais la petite boule de pétrole, bah, tu vas voir, enfin, c'est pas du pétrole, tu sais, vu que c'est du coup le pétrole moins la Terre, et ben en fait, si tu calcules le champ gravitationnel ici et là pour de certains rayons, ça c'est facile à voir, c'est du cours, voilà, c'est géométrie sphérique, voilà, c'est une source, je crois, voilà, enfin, c'est un truc du cours, en gros, je sais plus exactement le terme, mais on arrive facilement à le calculer. Et du coup, bah, quand tu calcules les deux, tu peux voir que tu les additionnes. On a le droit d'additionner ça et tu auras exactement ce que tu vas ressentir. Et du coup, la variation du champ gravitationnel par rapport bah, à la masse volumique, bah, c'est un certain changement du coup. Et c'est comme ça qu'on arrive à déceler. Tu prends des petits appareils, donc en soi, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais s'ils arrivent à voir, bah, je pense que c'est des accéléromètres ou je ne sais pas exactement, mais quelque chose qui ressent une force, donc une accélération dans un certain sens, bah, il va dire bah, là il y a de la force. Et là il y en a un peu moins. Et si tu dis que bah, il y a seulement le poids qui interfère, tu dis là il y en a moins. Enfin il y en a moins en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est moins dense. Donc tu dis il y a peut-être un gisement de pétrole, il y a peut-être une source d'eau. Et c'est comme ça, c'est une des techniques qui nous arrive, enfin qu'on peut utiliser pour découvrir s'il y a un gisement de pétrole ou un gisement d'eau. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous le faire partager parce que moi je trouve ça plutôt intéressant à remarquer. Et puis sinon c'est à peu près tout l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai avancé des exos de maths. J'ai revu le cours en électromagnétisme et surtout j'ai avancé le NCOT parce que le NCOT c'est pour dans un peu moins de 2 semaines, je dis peut-être des bêtises, je crois bien que c'est maximum 7 février qu'il faut tout avoir rempli. Et si tu remplis pas, je crois que tu as zéro. Et dommage. C'est peut-être éliminatoire, je sais pas. Mais il faut le faire. Et du coup, le MCOT, qu'est-ce qu'il y a? Bah, introduction, voilà, problématique, retenue, les objectifs que tu veux faire, les mots-clés. Parce qu'en gros, je vous explique à quoi ça sert les mots-clés dans le TIPE. C'est tout simplement, tu dis, bah voilà, bah mon sujet TIPE, c'est par exemple les murs anti-bruit. Donc je vais mettre réduction de bruit, mur anti-bruit, son, analyse fréquentielle, et puis autoroute, par exemple. Bah ça va être un peu en rapport. Et en fait, tu mets ça en français et la même chose en anglais, et ça va, en fait, je vous dis, c'est tout bête, ça va juste aider les correcteurs. Ils vont regarder votre truc, ils vont mettre les mots-clés, Google, et ça va mettre les trucs en rapport. Et du coup, si vous avez pompé votre sujet sur quelque part, bah si les mots-clés, ils sont pas cons, si tu mets citrouille pour éviter qu'ils tombent là-dessus, ils vont le remarquer. Donc si ils vérifient que c'est bien en rapport, et ils mettent les bons trucs, et ils disent ah, mais ce sujet c'est le même là. Et du coup, c'est comme ça qu'ils peuvent repérer de la fraude. Donc ne trichez pas, parce qu'ils vont le voir à un moment donné. Donc voilà, donc c'est à ça que sert le mot-clé. Donc voilà, et à un moment, tu as la bibliographie commentée. Donc à commencer la bibliographie commentée, bah, en fait, c'est juste, tu dois recenser tout ce qui s'est passé en termes, que ce soit de création, d'histoire, d'innovation, par rapport à ton TIPE. Je sais que, voilà, il y en a un, il bosse sur vous en avez déjà parlé, il y en a, il bosse sur la vis d'Archimède, par exemple. Je crois que c'est ça le terme. Et bah, il y en a, ils ont fait des thèses, donc il a pu expliquer des trucs, il y a eu des expériences dessus, des modifications, comment ça a été créé, où est-ce que c'est utilisé, tout ça, c'est intéressant. Moi, à côté, je suis sur un mur anti-bruit à base de matériaux de récupération. Je peux raconter quand ça a été, quand ça a été inventé, les murs anti-bruit. Où est-ce que c'est utilisé? Comment ça fonctionne?
Où est-ce que c'est utilisé, pas combien ça coûte, mais voilà, quels sont les avantages et les inconvénients à peu près. Et qu'est-ce qui se fait en matière d'innovation, mais sinon en termes de recyclage et de matériaux de récupération, j'en ai pas vu beaucoup. De toutes mes recherches, j'en ai trouvé qu'un seul, c'est une entreprise qui recycle des pneus pour faire ça, parce que dans les pneus, il y a du polyuréthane. Et le polyuréthane, c'est ce qu'on voit par exemple dans les semelles, je crois, et puis à plein d'autres endroits. Et c'est utilisé notamment dans les pneus, et apparemment ça a des bonnes propriétés de type isolation thermique et acoustique. Je crois que c'est ça ce qu'on peut retrouver aussi dans les mousses acoustiques, vous voyez, les espèces de vagues là ondulées bizarres là. Et ben, je crois qu'il y a du polyuréthane dedans, et donc bah voilà, j'ai trouvé qu'il y avait ça. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Et du coup, j'ai bien bossé sur mon MCOT, il faut faire maximum 650 mots. Je crois que j'en suis à genre 436, donc je vais voir pour en gratter à peu près encore 100 ou 150 mots pour essayer d'avoir un truc conséquent. Ce soir, je vais imprimer, je vais montrer à mes profs demain en TIPE, parce que demain, du coup, j'ai 2 heures de physique, 2 heures de maths, ensuite 2 heures de TP de chimie et 2 heures de TD de maths où on va corriger des exercices sur. Qu'est-ce que c'était déjà? Les séries entières, c'est vrai. Et puis voilà, et puis du coup l'après-midi TIPE où je vais présenter mon MCOT, ils vont me dire ce que j'en pense, enfin ce qu'ils en pensent. Et puis sur ce, c'est à peu près tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.